Bonjour, Patrick Tilleul, je suis pharmacien à la Pitié-Salpêtrière, à la PHP. J'en suis fier d'ailleurs. Je voulais dire la difficulté qui a bien été évoquée par notre collègue belge sur la pédagogie. Très récemment, je prends cet exemple, mais on a à dédramatiser, à rendre transparente aussi la médico-économie et à faire des efforts pédagogiques, mais dans différentes directions. Ce qui a été dit aujourd'hui, là, et notamment autour de cette table, montre qu'il y a toujours un gap qui va rester assez longtemps, j'en ai peur, entre économistes et cliniciens. Parce que si, dans le discours, on introduit d'emblée et de manière un peu unilatérale que les objets et les outils qu'on va utiliser vont participer quelque part à une modification des rémunérations, on se heurte automatiquement à un frein qui va toucher les organisations, qui va toucher au contraire toute la planification haute, qui a beaucoup plus d'importance que les rémunérations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas toucher aux rémunérations des médecins, etc. Mais soyons très clairs là-dedans. Si on veut vendre le produit analyse médico-éco, il faut s'y prendre autrement. À l'intérieur de l'hôpital, une présentation récente en CEL que j'ai faite sur la synthèse du rapport de l'INCa sur les chimiothérapies, j'y ai mis de la médico-économie parce que je m'y intéresse, en fin de parcours, en disant il faut qu'on soit réactifs tous ensemble, l'innovation est nécessaire, etc. Mais il faut qu'on introduise ces outils dans notre réflexion, dans nos comités du médicament, centraux, locaux, etc., pour voir à quel malade réserver tel ou tel traitement. J'ai eu une levée de bois vert. Les gens avaient été très réceptifs à tout le reste du discours, mais les plus éminents collègues ont dit « Mais non, attends, arrivent des produits qui coûtent 100 000 € par an, les patients vont nous les demander, donc c'est les patients qui demandent. » Et on a circulé, quoi, il n'y a rien à voir. Donc je crois qu'on n'imagine pas, parce qu'on est là dans un cadre un peu confiné, ce qu'est l'opinion moyenne du chef de service médecin de l'analyse médico-économique, même s'il y participe ponctuellement en tant qu'expert dans des boards, etc. Mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas adopté, c'est très peu adopté. Donc il y a un effort de base, tout à l'heure était évoqué, bon, les coûts par quali qui sont perturbants, il faut revenir aux coûts-bénéfices, vous avez raison, et même s'il faut avoir le courage de les défendre vis-à-vis des médecins, c'est un des outils qui va nous permettre de mieux appréhender aussi la façon dont on approche ça avec nos cliniciens. Alors on y arrive ponctuellement, on a des projets de recherche avec eux. À l'occasion d'un projet, on déclenche une discussion sur autre chose. Mais après, on n'a pas du tout cette audience. Juste pour répondre sur ce point, à l'Université de Lausanne, on enseigne de manière obligatoire l'économie de la santé aux médecins en 2e et 3e année. Moi, j'aurais un commentaire par rapport à votre intervention. Moi, je pense que ce qui est plus important, c'est peut-être pas de s'entendre sur les méthodes, mais de s'entendre sur les objectifs qu'on va accomplir. Je ne sais pas si c'est très clair en France, c'est très transparent, mais je peux vous parler du Québec. Les objectifs changent au goût du jour. Donc, il y a un incendie dans une résidence de personnes âgées. Là, c'est les gicleurs. Le lendemain matin, c'est autre chose. Et il y a toujours en filigrane l'équilibre budgétaire. Mais si la qualité, la sécurité des soins était explicitement un objectif, je pense que ça mobiliserait les cliniciens très facilement et les économistes, bien sûr, et les politiciens. Et nous, au Québec, on a eu un projet intéressant sur l'utilisation des antibiotiques, certains antibiotiques, et ça a été un projet conjoint avec l'Ordre des pharmaciens, le Collège des médecins et le ministère de la Santé. Puis je pense qu'il y a eu aussi une collaboration de l'INES, qui est un organisme un peu semblable à la HAS. Et ça a permis une réduction très importante des coûts de ces antibiotiques-là, mais pas pour réduire les coûts, mais parce qu'on était tous convaincus que c'était une utilisation qui était nocive pour les patients. Donc, je pense qu'on devrait plus parler. Puis ça permettrait peut-être de résoudre vos problèmes de méthodes d'évaluation qui sont divergentes dans les différents contextes. Quand on sait qu'est-ce qu'on veut accomplir, je pense que la méthode vient de façon plus naturelle. Quelqu'un souhaite intervenir? Je voudrais peut-être juste réagir sur où on en est du médico-économique. Oui, enfin, ce que vous disiez, effectivement, c'est encore certainement
délicat. Je dis, on vient de loin, encore une fois, il y a 10 ans, encore une fois, c'était pas du tout évident. Donc je trouve qu'on progresse quand même sur l'acceptabilité de ces démarches. Mais c'est vrai, je pense qu'effectivement, il faut encore être pédagogique. Ce que vous dites sur les études médicales aussi à la Lausanne, enfin, moi j'y pense aussi. Alors moi je note quand même un progrès, c'est que maintenant, dans les études médicales, en 5e année, on va parler un peu d'assurance maladie, de sécurité sociale. Donc on a été contacté à Saint-Étienne parce qu'on va peut-être avoir 4 heures dans le programme pour expliquer un peu. Bon, alors c'est pas encore les études médico-économiques, mais peut-être que ça viendra. Donc on fait des petits programmes, mais je pense effectivement cette compréhension d'emblée dans quelle économie on se situe pour les futurs praticiens de santé, c'est une question essentielle évidemment. Et ensuite, effectivement, on a à rattraper ça. Voilà. Mais donc je trouve que tous ceux qui s'efforcent de le faire ont des mérites. Je voudrais juste aussi dire, enfin, je pense que Gérard Vincent a dit une chose aussi importante au début sur l'aspect du concret, enfin de toutes ces études à nécessité pour les praticiens aussi que ça soit très concret. Et je pense qu'il a raison. Mais c'est aussi pour ça que je pense que le fait de faire des évaluations sur des projets très, très concrets, ça permet vraiment de travailler entre des économistes de la santé et des praticiens sur des choses réelles. Et je trouve, nous, le travail qu'on a fait par exemple avec l'IRDES sur ces projets, je trouve que c'est un travail utile pour les uns et les autres, parce que là, on est vraiment sur une approche de terrain. Et en prenant en compte, effectivement, les réalités de terrain très différentes, vous l'avez souligné, effectivement, d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est aussi une nécessité dans les approches des études. Et l'humilité aussi qu'on doit tous avoir, à savoir que c'est pas parce que ça marche sur un terrain que ça va marcher nécessairement sur un autre terrain où les conditions seront différentes en termes de démographie, en termes de culture des professionnels, etc. Donc voilà, c'est aussi tout ça, ce qui m'amène aussi à dire que, enfin, moi, et même si c'est compliqué, mais ces études, très souvent, ces évaluations, plus on peut être dans la pluridisciplinarité et aussi travailler entre économistes et avec d'autres disciplines sociologiques et autres, plus je crois on a des évaluations riches et utiles pour la décision publique. Sans abuser, je voulais juste dire qu'à Lausanne, on avait commencé par donner des cours d'économie de la santé généraux en 6e année, la dernière année. Et c'était absolument fascinant de voir les yeux ronds que faisaient les médecins pour se rendre compte du système de santé dans lequel ils étaient. En ce sens que pour eux, il n'y a que la relation médecin-patient qui compte. Et tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils vont entrer dans un monde qu'ils ignorent complètement. Et c'est la raison pour laquelle on s'est aperçu que ça venait trop tard en 16e année, et c'est la raison pour laquelle ça a été introduit en 2e et 3e année de manière obligatoire et nettement plus large que l'évaluation économique. C'est les systèmes de santé et plus largement. Sur le même point ou sur un autre point, monsieur ? Le même point. D'accord, allez-y. Robert Lenoir, j'ai enseigné en fac de médecine de longues années, je dirais. Je ne partage pas tout à fait votre sentiment sur les réticences du milieu médical par rapport à l'évaluation et l'évaluation médico-économique en particulier. Le dialogue s'est établi et la complémentarité des disciplines est incontournable. Donc, quand on travaille avec les médecins, d'abord, on parle peu des coûts. Je suis absolument désolé pour monsieur le député Bapp, mais les économistes à l'heure actuelle parlent beaucoup plus des gains et des retombées, des plus-values thérapeutiques, humanistes, organisationnelles d'une intervention de santé. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de parler des coûts, même si inévitablement on les met en rapport. Mais je voudrais faire une remarque qui me paraît essentielle, qui a été évoquée par M. Libault. Il faut bien distinguer les types d'évaluation. Ou elle est descriptive, ou elle est normative, ou elle est comparative. Et ce n'est pas du tout les mêmes approches. Or, l'évaluation en France, surtout en France, elle est essentiellement normative par rapport à des référentiels extérieurs. Des référentiels
dont là, on mesure le degré de réalisation des objectifs poursuivis, sans savoir si ces objectifs contribuent ou non à l'amélioration de l'état de santé de la population. Et quand j'entends dire il y a 200 indicateurs, je suis terrifié. On va arbitrer entre lesquels? Parce que bien sûr, ils ne vont pas tous dans le même sens. Donc, je crois que les deux approches sont complémentaires. Il y a une approche de suivi et de surveillance qui contribue à la mise sur pied d'un système d'information. Et il y a un système d'évaluation qui est une recherche de causalité. Et la recherche de causalité, ça pose quand même tout le problème de l'essai randomisé et de l'étude observationnelle avec comparateur et traitement économétrique. Donc, je veux bien qu'on aille dans le sens de la simplification, hein, pour faire du populisme. Mais en fait, on a une discipline qui est quand même extrêmement compliquée, pour laquelle on a le droit d'avoir un vocabulaire propre, et on a passé des années à apprendre le vocabulaire médical, qu'on maîtrise d'ailleurs assez bien maintenant. Hein? On essaie. Et nous, quand on parle d'approche déterministe ou probabiliste, on nous dit que c'est un jargon d'experts. Eh bien, je dirais aux administratifs qu'ils apprennent le vocabulaire des économistes. Hein, il n'y a aucune raison qu'on apprenne le vocabulaire des médecins, le vocabulaire des administratifs, et qu'on soit obligé de banaliser notre discours pour être compris, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Oui, Sandrine Bourguignon, économiste de la santé, secteur privé, hein, pas beaucoup ce soir. J'aurais aussi une remarque qui va dans le même sens un peu que M. Leloir, c'est-à-dire le décalage au final entre les méthodologies d'évaluation médico-économique qui existent et qui sont bien positionnées et peut-être les attentes en termes de décision publique et notamment en termes de temporalité. Parce que quand on fait des études médico-économiques, on a des horizons de temps qui sont souvent à des horizons de temps assez lointains, notamment imposés par les guidelines internationaux. Or, la décision publique et notamment la contrainte budgétaire, elle est annuelle ou à un horizon de temps beaucoup plus court. Et j'ai bien peur que tous les espoirs qu'on fonde sur l'évaluation médico-économique, et pourtant j'en fais, donc je sais ce qu'on peut en ressortir, soient pas forcément en adéquation avec les attentes en termes de décision publique. Donc la définition de l'objectif et des moments d'évaluation, puisqu'on peut reconduire l'évaluation, il y a de faire une étape descriptive qui est absolument essentielle, et l'objectif final que l'on pourra en tirer me semble vraiment très important. Oui, donc moi je voulais juste faire une mini-remarque à propos des discussions sur l'acceptabilité par les médecins de l'évaluation, en rapport avec les exemples cités par Gérard Bapt. Je crois qu'il faut bien faire comprendre aux médecins, mais à tous les acteurs du système de santé, que l'évaluation, c'est un critère qui permet une décision transparente. Et que c'est ça l'argument décisif pour l'évaluation. On peut discuter sur les critères qui vont être utilisés pour l'évaluation, mais tant qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de transparence de la décision. Donc, à mon avis, c'est un argument suffisant que tout le monde peut recevoir et qui est fondamental. Annie Chicoy, ESSEC Business School. Je voudrais revenir sur les points qu'a soulevé M. Vincent. Et vous avez en particulier dit on attend des évaluations concrètes qui puissent nous guider dans nos décisions d'investissement. Vous avez cité l'exemple des maisons médicales de garde. Par rapport aux urgences hospitalières. Bon, c'est un sujet sur lequel moi j'ai eu l'occasion de travailler il y a de nombreuses années. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de conclusion formelle là-dessus. Par contre, toute évaluation, même si elle est imparfaite, permet quand même de progresser pour le positionnement des différentes questions posées. Et par exemple, et ça a été évoqué au cours de la table ronde, une des difficultés de l'accès, d'orienter les patients davantage vers les maisons médicales de garde par rapport aux urgences hospitalières. Il y a deux difficultés qu'on ne soupçonne pas forcément au départ, qui sont celles de l'accès aux soins, la gratuité de l'accès aux urgences médicales, donc qui ne sont pas de nature véritablement économique, mais qui sont de nature sociologique. Et deuxième point, c'est le mécanisme de rémunération des établissements avec les effets seuil, etc. Bon, bref, c'est juste pour effectivement concrétiser
voyez, absolument, cette question autour de qu'est-ce qu'apporte l'évaluation médico-économique, et le fait que les économistes de la santé, qui sont quand même peu nombreux mais qui évoluent, sont aussi, peuvent être de très bons intégrateurs d'autres disciplines. Et je crois qu'il y a quelques représentants ici qui peuvent en témoigner. Pour aller un petit peu plus loin, et j'aurais une question sur la question des investissements d'établissements. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu le type de dossier qui était préparé pour ces établissements, pour ce renouvellement d'établissements. Je suis un peu effarée. Je suis effarée parce que le mécanisme, et vous l'avez dit, en plus les dossiers sont évalués par des pairs, tourne en rond autour d'un concept hospitalier qui n'est pas remis en cause. Ne sont pas intégrés dans ces approches. D'abord, au niveau territorial, j'ai cru comprendre que l'évaluation de l'hôpital en question par rapport à l'évolution de l'offre territoriale n'était pas forcément évidente dans ces dossiers. Et plus grave, c'est un peu de prospective sur l'évolution des pratiques médicales. Et par exemple, comme l'a évoqué M. Vincent, la question de la chirurgie ambulatoire, par exemple. Voilà. Donc je crois que là, alors là, vous auriez vraiment besoin d'avoir des économistes de la santé dans le circuit, je vous assure, et qui sont tout à fait capables de faire venir avec eux des sociologues, des géographes de la santé, toutes ces... Et ça me paraît vraiment une avancée concrète, alors que le dispositif juridique existe maintenant pour le faire. Alors, je partage vraiment tout à fait votre invitation à associer des économistes. Est-ce qu'il faut les inviter à participer à des contre-expertises ou est-ce qu'il faut les inviter à faire évoluer les méthodes qu'on utilise pour argumenter pour un investissement d'hôpital ? Peut-être que c'est plus efficace de faire travailler des économistes sur la meilleure façon d'évaluer un projet. Très bien, alors c'est une très bonne façon de terminer. Ah oui, pardon. Peut-être juste un mot pour rassurer madame. Parmi les dossiers qu'on a validés, je peux vous assurer ou vous certifier que la prospective, en particulier sur la chirurgie ambulatoire ou le virage ambulatoire au sens québécois du terme, c'est-à-dire pas uniquement la chirurgie mais la médecine et tout le reste, est complètement intégrée puisqu'on est sur des... Madame Gastaldo a précisé tout à l'heure que la profondeur du regard qu'on donnait, c'était quand même des trajectoires financières à 20 ans ou à 25 ans. Il y a à peu près 10 ans de construction sur les plus grosses opérations hospitalières qu'elle a évoquées. Donc les prospectives en la matière sont extrêmement exigeantes. Alors, vous avez raison, ces dossiers sont sans doute imparfaits. Simplement, le consensus des experts et de ceux qui ont contribué à définir cette nouvelle norme législative, c'est que c'est un niveau d'exigence qu'on n'a à peu près jamais vu en France, enfin qu'on n'a certainement jamais vu en France, et de surcroît avec une traçabilité, j'ai employé le mot tout à l'heure, qui est totale. Au moins, ceux qui, dans 10 ans ou 20 ans, se repencheront sur ces investissements, sur ces choix, de même qu'on a des interrogations aujourd'hui sur des investissements qui ont été livrés dans le cadre des plans Hôpital 2007 ou Hôpital 2012, au moins ils pourront se référer à la prospective qui a été faite, à savoir à comparer par rapport voilà. Donc je pense qu'on a quand même sérieusement progressé, même s'il y a certainement encore des progrès à faire. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a atteint leurs limites et je vous remercie tous d'avoir participé. Je laisse la parole à M. Martin.